La résurgence des coups d'État sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, est un fait des plus inquiétants de l'avis de nombre d'analystes. Si des problèmes comme la malgouvernance ou la crise sécuritaire sont bien souvent évoqués par les putschistes pour justifier l'acte, le jeu en vaut-il pour autant la chandelle? Les coups d'État sont-ils la solution? N'y a-t-il pas plutôt aujourd'hui, plus que jamais, nécessité de conjurer le sort, proscrire les coups d'État? On en parle donc dans l'actu décalé du jour avec Jules Léandre Kitty, il est analyste politique. Bonjour, Jules Bonjour, Léandre, Ahmed. bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef de Eden TV et Diaspora FM. Peggy, bonjour. Bonjour à vous, Ahmed Arupin. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Heureux d'être des vôtres aujourd'hui. Alors, Peggy Ludovic Dagba, un mot par rapport à la recrudescence des coups d'État sur le continent. Ahmed, vous n'allez pas m'amener à enfoncer le clou. Tout le monde connaît le tableau existant. Vous savez que depuis, on va dire 2 ans maintenant, il y a des situations intérieures qui suscitent des coups d'État. Et généralement, on va dire, c'est l'irruption à nouveau des militaires en politique. Un avènement qui n'est pas très, très heureux pour la suite de l'état de droit que nous entendons vraiment construire et dans lequel les populations ont vocation, ont fait vraiment le vœu désormais de vivre. On ne va pas rappeler le cas du Mali avec Assimi Goïta qui est venu au pouvoir par les armes. Il y a eu le cas de la Guinée qui a suivi, ensuite le Burkina Faso, et depuis quelques temps maintenant, on va dire bientôt 1 mois, le cas nigérien qui suscite beaucoup d'interrogations et qui polarise les attentions, qui met toute la sous-région en émoi. Ce qui amène vraiment à dire que les populations épousent désormais ces coups d'État parce que ça les gratte là où ça les démange. Mais il faut dire qu'il y a une forte méconnaissance en fait des règles d'un état de droit dans lequel il faut vivre. Vous savez que à l'aube des années 90, les États africains, surtout de l'Ouest, ont décidé vraiment d'aller pactiser avec la démocratie, le système qu'ils ont choisi pour les gouverner, pour les régir. Et la démocratie a des règles, même si la liberté est l'élément essentiel sur lequel pèse la démocratie, il y a des règles qu'il faut suivre. Et lorsque vous mettez, comment dire, un terme à l'ordre constitutionnel, c'est un coup de force qui arrive forcément et c'est ce que tout le monde ne perçoit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles que nous avons établies, qui sont devenues nos lois pour nous gouverner, sont mises désormais en parenthèse par des putschistes qui viennent pour leur desiderata. Je dis leur desiderata parce qu'ils ont forcément, comment dire, des objectifs planifiés, ils ont des desseins qu'eux-mêmes ont dû établir et à partir de cet instant, ils échappent à tout contrôle. Alors que la démocratie, c'est le respect des règles, c'est le contrôle permanent de ce qui doit être fait et dans quelles conditions ça doit être fait. Schématiquement, vous voyez des putschistes qui viennent, qui s'établissent et qui sont des rois. Le Bénin est quand même bien placé pour parler un peu des contre-coups de ces coups d'État, puisque à un moment de notre histoire, le Bénin était devenu le pays, l'enfant malade de l'Afrique, le pays champion en la matière, vous l'avez bien dit, merci pour le mot, où c'est les coups d'État. Et vous savez très bien comment, où et par quoi ça a chuté. Ça a été la banqueroute totale, ça a été, comment dire, la cessation de paiement des salaires. Donc tout ceci est déjà démonstratif de ce qu'il faut prendre les coups d'État avec les pincettes. Avec des pincettes, d'accord. Avant d'aller justement plus loin, Peggy Ludovic Dagba, Jules Léandre Kitty, je vous fais plus ou moins la même question, car Peggy Ludovic Dagba, cette résurgence donc des coups d'État sur le continent, à votre avis, comment l'expliquer? Non, je pense que, comme Peggy le disait tout à l'heure, on retourne à la case départ. Et cette case départ, nous avons malheureusement déjà tiré la conclusion qu'elle n'est pas une bonne case départ. Parce que le militaire, au départ, prête serment pour ne pas s'ingérer dans les affaires politiques. D'ailleurs, les lois ne permettent pas qu'un militaire en fonction se mettent à mener des activités politiques. Comme vous et moi, on peut choisir d'adhérer à un parti politique et de mener ces activités politiques. Parce que
eux, ils sont chargés de défendre les personnes et les biens, d'assurer la sécurité du territoire national et le défendre. Alors, s'ils interviennent, ça va être pour repousser des agressions contre le pays. Alors, ils doivent veiller à ce que les institutions, en fait, l'appareillage institutionnel qui est en place, puisse se consolider, puisse donc travailler en toute sérénité. Mais s'ils en viennent eux-mêmes à prendre les armes pour arracher le pouvoir aux civils qui sont élus, après on fera le débat de comment ils ont été élus, est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que beaucoup disent, tendent à dire, puisque nous pensons qu'un président de la République est mal élu, nous pensons, il faut justifier et adouber un coup d'État, un coup de force. Alors, le militaire qui prend les armes, je n'ai pas envie, je les respecte beaucoup, le militaire qui prend les armes contre un civil au pouvoir, est-ce que, en principe, c'est sa vocation? Est-ce que le président de la République qui est là, qui est un civil, est-ce que son métier, c'est le métier des armes? Est-ce qu'il est un étranger qui agresse le pays? Non. Donc les conditions ne sont pas réunies pour que le militaire pointe son arme contre celui qui est au pouvoir. Mais ces coups d'État, quelles que soient les justifications qu'on va leur donner, il suffit d'interroger l'histoire. Je ne suis pas encore dans le débat de est-ce qu'on peut trouver de la pertinence dans la réaction, les arguments avancés par les populations pour même applaudir ces coups d'État. Parce que celui qui souffre dans la chair, quand il n'a pas toutes les informations, mais tout de suite, il accuse le dirigeant d'être à la base de sa souffrance. Et dès que quelqu'un vient et enlève ce dirigeant, il est tout content. Et il est tout content, il est dans les émotions. Mais après, il n'a aucune possibilité de contrôler celui qui a pris le pouvoir. Et mieux, celui qui a pris le pouvoir, et puis celui qui a pris le pouvoir n'a pas vocation à exercer ce pouvoir-là. Et comme ce n'est pas les armes qu'il vient, il enlève en même temps, un coup d'État enlève en même temps aux citoyens tout pouvoir de contrôle, de sanction positive ou négative vis-à-vis de celui qui est là. Parce que regardez, les populations nigériennes aujourd'hui qui sont dans les rues pour dire, bon, ok, certains disent, nous soutenons le coup d'État parce que on voit la France derrière. Oui. Parce qu'on écoute beaucoup d'histoires qui disent impérialisme. Et peut-être le citoyen n'y comprend pas grand-chose, mais il se dit, ah, les Blancs viennent, il suffit qu'on lui dise, les Blancs viennent exploiter nos ressources et on n'en profite pas. Et comme lui souffre, il estime qu'il devrait en profiter, il n'en profite pas. Donc, celui qui est là, on lui a dit que parce qu'on lui indique que les intérêts. Alors, ensuite, pourquoi, par exemple, les putschistes, quand ils viennent, c'est devenu extrêmement classique qu'ils organisent, dès qu'ils sont sous menace, ils organisent de géants meetings où on amène beaucoup de monde au stade. Ça a été fait au Mali, il y a eu au Burkina, en Guinée, et puis on le fait. C'est pour dire, nous sommes avec le peuple. Ça veut dire que les putschistes prennent le pouvoir, c'est après ils recherchent la légitimité. Alors qu'ils disent dans leur discours que c'est au nom du peuple, c'est pour qu'il y ait plus de respect des droits de l'homme, qu'il y ait bonne gouvernance, qu'ils le font, que les intérêts du peuple soient garantis. Donc pour moi, les coups d'État, dans l'absolu, c'est la négation de l'état de droit, de la démocratie et du bon fonctionnement des institutions. Il ne faut pas le souhaiter du tout. Maintenant, au même moment, il faut faire le débat de comment on fait pour avoir des dirigeants de plus en plus proches de ces populations, qui expliquent davantage à ces populations tout l'intérêt qu'elles ont à vivre dans un système de démocratie que de vivre dans le système d'exception que constituent les régimes militaires. On se rend bien compte, au travers de votre développement, Jules Léandre Kiti, et même de l'intervention de Peggy Ludovic Dagba, que les coups d'État ne sont donc pas la solution. Mais alors, que dire de l'idée selon laquelle les organisations comme la CEDEAO, par exemple, Peggy Ludovic Dagba, seraient à la solde de la France, qui empêcherait donc les pays africains de se développer? C'est vrai que Jules Léandre Kiti a commencé par aborder un pan de la question. Non, ben, quand vous impliquez la France, je crois que le débat prend une autre allure. Une autre allure. Parce qu'on remarque, alors je ne vous coupe pas, on remarque que dans les cas justement d'espèces, pour parler donc du Mali, du Burkina, de la Guinée, même du Niger, il y a donc ce sentiment anti-français qui grandit.
et qui, justement, est porté par une frange de la population. Tout à fait. En fait, quand vous parlez de la France, c'est pas faux. Quand je dis que les débats prennent une autre allure, c'est qu'il y a de nouvelles considérations qui entrent en ligne de compte. Vous n'êtes pas sans savoir que la France est le partenaire stratégique, je dirais même imposé, au Niger par rapport à son uranium. L'exploitation Et vous n'avez pas pu vous empêcher d'entendre et de suivre ces vidéos des officiels français, je veux parler des députés qui sont allés même jusqu'à démontrer que le petit pays, comme le pays qu'on appelle Niger, est vraiment tire le diable par la queue dans la vente de cette ressource minière qui vient quand même de son sol. On est allé jusqu'à donner des statistiques. Près de seulement 20% de la population nigérienne est éclairée. Donc ça veut dire que nous avons l'élément qui permet au monde entier de s'éclairer, surtout à la France de s'éclairer, mais nous, on est dans l'obscurité. Quand on montre la chose de cette façon, vous voyez un peu. Donc la France a un intérêt particulier avec le Niger. Donc c'est tout à fait normal que, sentant cette partie lui échapper, elle va réagir, elle va tout faire, va faire de feu de tout bois pour pouvoir remettre la main là-dessus. Donc cela fait penser à beaucoup que c'est la France qui est en train d'amener la CEDEAO là où la CEDEAO va. Ce qui est totalement faux. Parce que la CEDEAO, c'est quand même la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une union sous-régionale qui a vocation à permettre aux pays de la sous-région de vivre en communauté. Et donc, quand il y a un des membres de la communauté qui se trouve être échaudé, qui se trouve être attaqué, c'est normal que les autres puissent se mettre en branle pour aider ce frère-là à revenir, à retrouver sa sérénité. C'est ce qui se passe de manière caricaturale. Donc, la CEDEAO ne peut pas, face au coup d'État, coup de force intervenu au Niger, rester sans rien faire. D'où c'est éminemment important, c'est urgent de ramener la paix dans ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un ordre qui est établi dans la sous-région. Je le disais tantôt, nos États ont choisi vivre en démocratie. Et je l'ai dit, la démocratie, c'est les règles. Nul n'est appelé à enfreindre ces règles-là. Donc la CEDEAO a l'obligation de faire en sorte que la paix puisse se rétablir en son sein. Parce que souvenez-vous, ou dites-vous bien, le Bénin est frontalier à un pays comme le Niger. Et ce qui se passe là-bas est très vite importé ici. Donc l'État béninois n'a pas intérêt à ce que le non-droit s'établisse et droit de cité au Niger. Donc, de même que les autres pays, que sont le Nigeria, qui est un grand pays qui partage beaucoup de frontières avec le Niger, les autres pays, le Ghana et autres. Donc, ils se doivent de se mettre ensemble pour réfléchir à comment ramener la paix, comment rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Donc, s'étonner que la France, les gens puissent appeler ou mettre la France derrière ce coup-là, je pense que c'est évident, mais la France ne peut pas donner, comme tout le monde le croit, la conduite à tenir à la CEDEAO, qui est une union sous-régionale viable, parce qu'il y a des règles qui sont établies pour la communauté et nous ne pouvons transcender ces règles impunément. D'accord. Jules Léandre Kiti, Peggy Ludovic Dagba le disait, la CEDEAO sur la question de la crise au Niger est très engagée pour un retour donc à l'ordre constitutionnel, mais d'aucuns ne peut s'empêcher justement de se dire que cette CEDEAO est donc à la solde de la France, vu les intérêts du pays, dans le pays. Oui. Enfin, de la nation française au Niger. D'accord. Faisons de la logique qui est universelle. Chacun peut avoir sa vérité. C'est bon, ça fait le piment du débat, mais la logique est universelle. Est-ce qu'on peut déjà s'entendre sur le fait que ce n'est pas la CEDEAO qui a décrété que dans l'histoire, la France ait la possibilité de mettre la main sur l'uranium du Niger? Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que la CEDEAO n'a aucun instrument juridique, même coercitif, pour empêcher le président français, depuis Paris, de dire « nous nous alignons sur les positions, les décisions de la CEDEAO ». Quand le président français veut parler, il dit « on s'aligne sur les décisions et les initiatives de la CEDEAO ». Ça veut dire qu'il reconnaît que la manette doit être aux mains de la CEDEAO. D'accord. Mais après, ce n'est pas la CEDEAO qui a demandé à, je crois, De Gaulle de dire que la France n'a que des intérêts, la France n'a pas d'amis.
Donc que la France veuille défendre sa position, sa présence militaire dans le Sahel, alors que le seul bastion qui lui reste, c'est le Niger. C'est le Niger, justement. Ça va de soi. Que la France veuille défendre sa mainmise sur l'uranium du Niger, qui lui permet de s'éclairer. Ça, on a fini avec ce débat. C'est humain. Et si les autres présidents français ont pu gérer ça avec un peu plus d'aisance, l'histoire évolue. Emmanuel Macron a peut-être le malheur d'être président dans la période où ça ne se passe plus bien. Entre l'Afrique peut-être que ça va réveil de la jeunesse africaine. D'accord. Donc ce réveil, en fait, il y a plusieurs coïncidences. La fin, déjà qu'on a commencé par décréter, même théoriquement, la fin de la France-Afrique, les conséquences devraient aller jusque là. Même s'il n'y avait pas de coup d'État en Afrique. Vous comprenez? Et puis, la jeunesse africaine qu'on a aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. La jeunesse africaine des années 50, il y a 50 ans, 30 ans derrière, se battait par les idées. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, tout ce qui se fait la minute d'après, dans le monde et quelqu'un peut, derrière son smartphone, exprimer son droit de citoyen. Avant, il fallait signer des pétitions, avant, il fallait faire des regroupements. Donc, comprenez que dans cette mutation que le monde connaît, la France aussi se trouve en difficulté. Et maintenant, si ça coïncide avec une action que la CEDEAO doit mener, est-ce que la CEDEAO doit se dire, on risque de penser que je pense la même chose que la France, donc je ne fais rien. Et ne rien faire signifie décréter la fin de l'organisation, donc autant ne plus la maintenir. Ensuite, ça signifie que chaque pays fait ce qu'il veut maintenant chez lui. Et alors que nous sommes des pays voisins, nous sommes les mêmes peuples, les frontières, ce n'est pas nous qui les avons tracées. On n'a pas été à la conférence de Berlin. Du coup, si au Niger, il y a feu, c'est-à-dire que le pays devient ingouvernable, qu'est-ce qui va se passer? Si le Bénin dit, on risque de dire que je fais ingérence là-bas, je croise les bras. Ok, le feu ne demandera pas après la permission de quelqu'un pour prendre notre maison. C'est ça. Et prendre notre maison, ne regardez pas si la maison brûle seulement le chef de famille. Regardez toute la famille. Regardez les enfants. Donc, est-ce qu'au Niger aujourd'hui, quand on a fini d'écouter les plaintes des populations par rapport à la gouvernance du président Mohamed Bazoum, est-ce que ces populations sont capables de vous dire aujourd'hui, nous avons notre panier de la ménagère qui est rempli tout de suite? Est-ce que nous avons plus de garanties que nous allons exercer le seul droit qu'en démocratie nous avons, le seul moyen que nous avons de sanctionner positivement ou négativement nos dirigeants, qui est votre bulletin de vote? C'est cela. C'est pourquoi il y a des mandats. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, il y a même, pendant que le mandat court, la loi prévu les mécanismes de contrôle permanent. C'est pourquoi il y a une assemblée nationale qui, dans la plupart des pays africains, parce que beaucoup ont copié l'exemple du Bénin, depuis l'historique conférence des forces vives de la nation. Alors, donc, il y a les méthodes de contrôle permanent de l'action gouvernementale. Est-ce que vous savez que dans la plupart des constitutions, c'est prévu même des mécanismes, d'accord, extrêmes, pour que le président de la République qui est en fonction, s'il en arrive à poser des actes de parjure, s'il en arrive à poser des actes qui font que, bon, vraiment, lui, là, c'est tuer le pays, son problème, les mécanismes institutionnels, juridiques existent, juridiques et judiciaires existent, pour qu'on mette fin à ce qu'il est en train de faire. Mais le principe de départ, quand on adopte les constitutions, et c'est pourquoi, dans la plupart des pays, la constitution est adoptée par référendum. Qui dit référendum dit expression libre, directe de la population, du peuple. D'accord? Alors, le peuple même prend l'engagement de respecter scrupuleusement cette constitution. Ça veut dire que vous êtes un président de la République en fonction. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont il gouverne. Vous estimez que le serment qu'il a prêté vis-à-vis du peuple, il n'est pas en train de le respecter. Vous allez interroger votre constitution. Vous allez interroger tout l'arsenal juridique qui gouverne les opérations politiques et institutionnelles dans votre pays. Et vous prenez les voies qu'il faut. Et d'aucuns me diront,
dès que je vais avancer cet argument, ils me diront, mais écoutez, les institutions sont aux ordres du pouvoir souvent, c'est eux qui placent leurs hommes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut opter pour le non-droit, qui est l'option du coup d'État. Parce que, regardez, il n'y a pas un seul pays où il y a eu coup d'État et les décisions qui ont été prises, les premières décisions prises par les putschistes, il n'y a pas dedans dissolution de la Constitution, dissolution de toutes les institutions. Ils savent que si ces institutions existent, eux, ils n'auront pas de légitimité ni de légalité. Déjà, ça ne s'accommode pas avec l'existence des institutions. Aujourd'hui, pour qu'il y ait un semblant de gouvernement formé par les putschistes, eh bien, c'est sur les réseaux sociaux, les gens leur mettaient la pression. Les soi-disant panafricanistes leur disaient il faut former un gouvernement en une semaine. Sinon, alors, on a vu en Côte d'Ivoire, dans ce pays, des gens former gouvernement au palais, dans un hôtel, pendant que les résultats n'étaient pas encore sortis. On a vu un opposant togolais dire je forme gouvernement. Mais là, ceux-là, mais déjà, ils sont sous le coup de la loi. Mais on n'a pas pris les armes pour chercher à régler ce problème. Et je dis, c'est surtout l'analyse que nous faisons ici, ça doit aller dans l'intérêt des populations. Le droit que moi, citoyen, j'ai, nous sommes au Bénin là maintenant. S'il m'arrive de trouver que le président Patrice Talon il prend des décisions qui ne vont pas dans l'intérêt du pays, déjà qu'on me permet, je commence par dire, on me permet de venir parler sur votre plateau. Je commence par dire, moi je ne suis pas d'accord. Et je démontre. La Constitution me le permet. Liberté d'expression, d'opinion. Mais la Constitution me dit, pendant que je suis en train de le dire, il y a des mots que je ne dois pas utiliser pour tomber sous le coup de la loi. Je les respecte. Ensuite, quand je ne suis pas d'accord, ça continue. Je vois si la Constitution ne me permet pas d'écrire à la Cour constitutionnelle pour dire c'est anticonstitutionnel ce que le président a fait. La Cour constitutionnelle va statuer là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que si on permet, moi là personnellement, je suis pour que les populations bénéficient des mannes, de ce que Dieu a donné à leur sous-sol. Je suis pour que les dirigeants écoutent les populations, parce qu'ils sont au service des populations. Je suis pour qu'on écoute les peuples, qu'il y ait une CEDEAO des peuples et non des chefs d'État. Mais je ne saurais en aucun cas accepter, soutenir des coups d'État, parce que les coups d'État ne m'offrent pas une alternative compréhensible. Comment je peux expliquer crédible, ça? en fait. La preuve. Pour finir. Oui. Lorsque les militaires prennent le pouvoir, vous savez, dans les camps militaires, moi je ne suis pas militaire, mais j'ai l'impression que les hauts gradés des armées, qu'un chef d'état-major, il est là, il ne dort pas parce que ceux qui sont dans les casernes, là, ils sont formés chaque jour comme si demain il y aura guerre. Mais une armée n'a pas vocation à provoquer des guerres. Quelqu'un qui a 30 ans à faire, il est formé tout le temps. Ça veut dire que si pendant 30 ans il n'y a pas de guerre, il est formé tous les jours pour faire la... Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut pratiquement parquer là. Donc il faut travailler la psychologie pour qu'ils ne se disent pas, mais ce que j'apprends, il faut que j'aille expérimenter ça sur les populations. Et c'est pourquoi le droit international empêche que même quand il y a des foules, que les militaires ne se mettent pas à tirer. Mais quand on permet que des militaires aillent déloger des chefs d'État élus, d'accord, et qu'on dit, bon, comme ils ont réussi à le faire, on laisse tomber. Mais ça veut dire que tous les jours, des militaires vont se lever pour dire, il faut aller... Maintenant, si un militaire, même quand il rentre chez lui, il n'y a pas qu'un président de la République qui soit élu. On peut ne pas être d'accord avec un député qui est élu. Ou même un chef quartier. Un chef quartier. Donc on peut dire, bon, sécu. Et voici les armes, on lui met ça à la tempe. Comment ça s'appelle? Un maire. Même un rédacteur en chef. Bon, d'accord. Finalement. Peggy David Daba, justement, voilà. Pas se lève, il va chercher une arme, il vous met ça à la tempe. Non, on va devenir. Alors, Peggy, on va tomber dans une république. Ce qu'on remarque ici, en tout cas dans le cas du Niger, c'est cette détermination de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est aussi, pour les populations béninoises, cet engagement du chef de l'État aux côtés de la CEDEAO. Qu'est-ce qui le justifie, selon vous? Ce qui le justifie, je vous l'ai dit. On va finir là-dessus. Je vous l'ai dit tantôt, Ahmed Arekpa, nous sommes ensemble. Nous sommes, comment dire, des frères d'une même mère et d'un même père. Sauf que l'espace géographique nous sépare.
ce qui va se passer au Niger va forcément déteindre sur le Bénin, quel que soit Alpha. Vous avez suivi un peu l'actualité. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Et allez voir le nombre de camions. Ça se déverse même jusque dans le zoo. Ça veut dire que c'est terrible. Le Bénin, les Béninois, ils payent aussi à l'autre tribut. Donc, le Bénin... Justement, alors, je ne vous coupe pas, mais sur la question, justement, c'est ce qui fait que certains se demandent si ces sanctions, finalement, si c'est cette détermination, on parle même donc d'éventuelle intervention militaire, c'est de ça est la bonne solution, puisque les populations souffrent déjà de ces sanctions aujourd'hui. Oui, c'est de ça que nous parlons, en fait. Donc, quel que soit Alpha, ce qui va se passer là-bas va déteindre négativement sur nous au Bénin. Donc, le chef de l'État a intérêt à ce qu'il y ait accalmie là-bas, qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas voir autre chose que ça. Mais on parle d'intervention militaire aussi. Oui, l'intervention militaire... engagé justement donc à suivre la l'intervention militaire, vous savez, tout le monde a peur, parce que personne ne veut perdre gratuitement sa vie. Et les gens imaginent que si la CEDEAO va intervenir militairement, c'est pour aller tirer à bout portant sur les populations. Sur les populations, par exemple. Je ne pense pas qu'il en sera ainsi. D'abord, il faut dire que quand vous avez un mal assez profond, il faut trouver la thérapie la plus choc pour en arriver à bout. Alors, les dirigeants de la CEDEAO comprennent l'effet qui est en train de se produire et l'effet que renvoie ce coup d'État sur le reste des États ouest-africains. Ça a commencé, comment dire, au Mali. Nous avons tracé le cycle de rayonnement. Et là, ça fait 4 États. D'autres vont certainement emboîter le pas. Mais il est profond. Il est profond, ce mal. Et il est urgent. Donc, il faudra donner vraiment la preuve de ce qu'on veut éradiquer ici et maintenant ce problème-là. Et la meilleure façon, c'est de montrer quand même la force, la fermeté, le muscle. Quand bien même d'autres disent, dès qu'on a attaqué tel pays, on se sent en même temps attaqué, on va entrer dans le mouvement et tout. Mais il appartient à la CEDEAO de parler le langage de la fermeté. La force, c'est la force à laquelle ils ont choisi recourir. Mais nous savons tous qu'on ne peut pas y aller de but en blanc comme ça. Ce ne serait qu'au cas vraiment de force majeure. Et même là encore, peut-être ceux qui sont là vont décider vraiment de se fermer à toute négociation, à toute intervention. Mais je pense que les putschistes aussi n'ont pas vocation à gérer des morts, à gérer des cadavres. D'ailleurs, je pense qu'on est d'accord. Donc, la junte au pouvoir a fini, je ne vous coupe pas, la junte au pouvoir a fini par dire il y a quelques jours qu'elle est ouverte à la négociation. C'est ça. Sinon, ce sera l'irraison. Excusez-moi l'expression, ce sera l'absence totale de raison qui va les conduire à adopter cette position-là jusqu'à ouvrir le feu. Donc c'est très important, il faut comprendre que c'est pour montrer, c'est en fait, comment dire, une arme que la CEDEAO brandit pour pouvoir les ramener à l'ordre. Maintenant, vous savez très bien que j'ai des gens qui réfléchissent. On doit savoir comment y aller pour que la population ne se sente pas totalement visée, ne soit pas victime. Si intervention militaire il devrait y avoir au Niger, Jules Léandre Kiti, est-ce que la CEDEAO irait tirer sur le peuple nigérien, enfin sur le peuple nigérien, sur la population? Je pense que les dirigeants, les chefs d'État les plus en vue de la CEDEAO ont montré que ce n'est pas leur vocation. Et il faut comprendre quelque chose. Tant que le Bénin est membre de la CEDEAO, ce n'est pas possible que le président de la République du Bénin dise à ses pairs moi, je ne m'intéresse pas à ce que vous faites, moi, je ne suis pas à la ligne. Non, il y a une discipline de groupe. Donc, le positionnement du Bénin n'est pas une décision du chef de l'État béninois seulement, ou du Bénin seulement, c'est une décision de l'organisation. Et chacun a pris l'engagement que quand l'organisation prend une décision, de contribuer à son exécution. Mais eux tous unanimement ont dit que le recours à la force militaire serait vraiment la situation de dernière minute. C'est-à-dire qu'on a épuisé tous les autres recours avant d'en arriver là. Donc il faut pouvoir le faire comprendre aux populations pour qu'on n'ait pas l'impression que, comme je l'entends sur les réseaux sociaux, mais voilà, donc le chef de l'État se lève comme s'il pouvait se lever. Comme si le Bénin allait en guerre finalement contre le Niger. Non, pas du tout. Les peuples nigériens et béninois sont la preuve. Aucun chef d'État n'a intérêt à ce que son peuple souffre, comme des Béninois, des commerçants béninois ne pensent pas souffrir, des Nigériens aussi. Donc c'est
à son corps défendant qu'un chef d'État, qui est une institution et non la personne du président, peut prendre des décisions qui suivent les initiatives, qui exécutent les décisions de la CEDEAO. Oui, on a fini. Je sais que vous n'avez plus le temps. On a fini, en fait. Mais c'est dire que preuve que les coups d'État ne sont pas la solution, c'est que les putschistes qui ont pris le pouvoir dans les autres pays, là, non seulement, eux aussi, d'autres ont subi d'autres coups d'État. Au Mali, dans les autres pays, il y en a eu 2, 3. Ensuite, ils ont fait des constitutions où ils disent que faire coup d'État, c'est un crime. Est inconstitutionnel. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils le savent. Donc ceux qui ont fait prendre le pouvoir, ils mettent dans leur nouvelle constitution qu'il ne faut jamais faire ça là. C'est un crime. Bon, merci à vous, Julien Titi. Merci. Peggy Ludovic Dagba. On s'intéressait donc à la résilience des coups d'État sur le continent. Nécessité donc de les proscrire absolument. Stop et fin de l'article de Calais du jour, stop et fin de Matin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.